Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct est de retour cette semaine dans un débat que nous avons relancé la semaine dernière autour des énergies renouvelables. Et pour poursuivre ce débat, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Nordine Boutelfa. Nordine Boutelfa, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre première à Radio M. Merci aussi de me recevoir. Voilà, Nordine Boutelfa, président directeur général de Sonelgaz de 2004 à 2016 et ministre de l'énergie dans le gouvernement de Al-Malik Sellal de juin 2016 à mai 2017. La première question que j'ai envie de vous poser, Nordine Boutelfa, oui. Votre départ du gouvernement en mai 2017 avait été plutôt une surprise parce que on n'a pas l'habitude de faire des compliments pour rien, mais vous avez réussi l'accord de OPEP et partenaire de l'OPEP de 2016 à Alger et c'était un acquis qui, en principe, aurait dû vous stabiliser dans la fonction de ministre de l'énergie, qui est une fonction en règle générale où les ministres durent longtemps parce que c'est stratégique. Et vous n'avez pas été reconduit dans le gouvernement de Majid Tebboune en mai 2017. Que s'est-il passé? Bon, c'est difficile. D'abord, c'était une fin de gouvernement, donc on ne peut pas dire reconduit. Donc. Mais je n'ai pas d'indication. Peut-être que moi, j'étais sur des visions de long terme, des visions stratégiques qui peut-être n'étaient pas dans le sens souhaité. Probablement, ma vision sur le projet 4000 MW n'était peut-être pas tout à fait partagée. Et puis également, peut-être ma vision vis-à-vis de la place et de rôle de Sonatrach aussi dans le système énergétique hydrocarbures algérien. Et le troisième volet, je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'industriels algériens qui n'étaient pas très satisfaits de la place qu'on leur réservait dans le projet 4000 MW. Moi, je pense que c'était un peu ça les points essentiels. Nonobstant le fait que je n'étais pas facile à manier. Donc là aussi, j'avais des principes, et ces principes-là, il n'était pas question de transiger là-dessus. Voilà, surtout. Hein. Voilà, je pense un peu, sans aller très loin. Hein. Voilà, donc c'est un peu, je pense, s'il y a une raison, il faut la chercher sur ces points-là. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Moi, je n'ai pas essayé de savoir ou de comprendre pourquoi. Hein. Franchement, à la limite, j'ai fait mon devoir. Ma mission étant achevée, ça m'a donné l'opportunité de me remettre à ce que j'aimais aussi, que je n'ai jamais abandonné, l'écriture et la lecture. Donc, voilà. Et nous allons pouvoir en profiter notamment de l'écriture, parce que vous avez en préparation un livre sur l'histoire de l'électricité en Algérie et l'histoire de l'EGA Sonelgaz, qui, sur ce que j'ai entendu, s'avère passionnant. Oui, je réserve une belle surprise aux Algériens et aux universitaires qui auront de la matière, vraiment, pour d'abord s'inspirer et puis connaître d'où vient cette électricité, comment ça s'est construit, et puis démystifier aussi le mythe EGA aussi. Redonner électricité et gaz d'Algérie. Pour les plus jeunes, oui. qui était l'ancêtre de Sonelgaz. Né en 69, Sonelgaz. Hein. Né en 69, voilà. Sonelgaz. Alors, cette émission a été inspirée un peu par, entre guillemets, le débat que nous avons eu avec Tawfiq Hasni la semaine dernière, qu'on a choisi, nous, à Radio M, de titrer, avec un peu de liberté, le lobby pétrolier a fait perdre 10 ans aux énergies renouvelables en Algérie. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait un lobby pétrolier qui résistait à l'émergence des ENR quand vous êtes arrivé à la tête du secteur? Non, le lobby pétrolier, je n'ai pas senti que le lobby pétrolier était vraiment opposé au développement des ENR, puisque eux-mêmes partaient déjà sur des partenariats pour développer sur le champ et optimiser un peu l'utilisation du pétrole brut par des ENR. Donc, ils étaient intéressés par le développement des ENR. Par contre, je pense que le lobby des affaires de certains pseudo-industriels en Algérie, dont on voit le résultat aujourd'hui, étaient, oui, farouchement contre le développement d'une véritable industrie des renouvelables. Oui. C'est une opportunité, c'est un nouveau domaine d'investissement. Par exemple, construire une unité de production de panneaux photovoltaïques,
c'est un nouveau business qui peut être intéressant. Sauf qu'il y avait deux business. Il y avait le business de la rente, qui était celui de l'énergie. J'installe une centrale, j'ai un contrat garanti et l'État subventionne. Il y avait le business industriel. Le fait d'avoir fait la liaison entre les deux empêchait d'une part ceux qui voulaient faire que des centrales et s'intéresser uniquement au bilan financier et à accaparer les subventions, avec ceux qui voulaient une industrie qui était une industrie, j'allais dire, d'assemblage et de montage ou d'encapsulation, mais pas d'attaquer le cœur lui-même, qui était nous c'est le PV, c'est le solaire, en Algérie, le photovoltaïque, c'est-à-dire d'aller les cellules directement, essayer de capter cette technologie et d'essayer de l'implanter en Algérie en tirant profit de l'opportunité d'un programme. 4000 MW sur 5-6 ans, c'était à peu près 800 MW par an, et on atteignait une taille critique qui était celle des usines qui se trouvaient en Chine. Donc, possibilité d'avoir une fabrication à des coûts compétitifs, compte tenu des avantages que nous avons en Algérie. On parle de la fabrication des cellules. Des cellules. Le reste, qui pouvait graviter, il n'y avait pas de problème. Tout le reste, j'appelle ça la quincaillerie, les transformateurs, les câbles, les onduleurs, tout ça pouvait suivre. Et donc pouvait donner vraiment un vrai démarrage assis sur une industrialisation qui pouvait porter, je pense à terme, si on s'accrochait à un leader mondial ou à des leaders mondiaux, parce qu'on pouvait avoir 2 ou 3 industriels qui seraient incrustés sur ce schéma-là, porter l'Algérie à un niveau de savoir, parce que malheureusement, les renouvelables demandent beaucoup de savoir, beaucoup d'innovation. C'est des équipements qui, au bout de 3 ans et demi, sont à reprendre entièrement, parce que la technologie avance. Et si vous n'êtes pas accroché à un grand, qui peut vous apporter ce savoir-faire, le grand lui-même, vous savez, repose sur quoi, le grand? Il se repose sur des start-up qu'il sponsorise, qu'il aide pour amener des projets toujours plus innovants. Oui. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Alors, on va dire les choses clairement. Votre projet de 4000 MW, c'était un grand projet qui a survenu déjà dès vos premiers 6 mois au ministère en 2016, oui, en 2016, et qui n'a jamais pu voir le jour définitivement. On en a beaucoup parlé, mais il n'a jamais été publié. Et puis après, vous êtes parti et il a été enterré. Les critiques qui lui ont été faites, une partie des critiques venaient du forum des chefs d'entreprise, parce qu'il faut bien nommer cette frange du business qui voulait peut-être émarger à la rente et ne pas industrialiser. On vous a fait le reproche d'avoir associé la production de l'énergie verte, donc du solaire, essentiellement on parle du solaire, à l'obligation d'industrialiser les composants qui sont les équipements qui permettent de faire cette production-là. Et ça a éliminé quasiment de facto le potentiel, peut-être le potentiel de ces chefs d'entreprise qui devaient aller trouver des partenaires pour faire de l'industrialisation en même temps que de produire de l'énergie verte. Est-ce que vous n'avez jamais répondu à cette critique? Enfin, je ne me souviens pas à l'époque quand vous étiez ministre. Est-ce que c'était... Nous, en tant que journalistes, on a entendu surtout le son de cloche. C'est un facteur qui empêche le démarrage, le succès de ces appels d'offres. Parce qu'on ne pourra jamais avoir à la fois celui qui va développer le champ solaire et celui qui va faire les équipements. Non, je crois qu'il faut toujours tirer l'expérience des autres. Ce que le 4000 MW n'est pas une innovation sur le plan international. Vous prenez le Canada a développé les éoliennes par l'exigence du développement d'une industrie et en même temps de centrales, de fermes éoliennes. Si le problème, c'est quel est le donneur d'ordre qui est capable d'assurer une vision à moyen terme permettant l'émergence et la consolidation d'une industrie. Si vous n'avez pas ce donneur d'ordre, il est illusoire de dire que le marché par lui-même va pouvoir se construire et qu'on va voir l'émergence en Algérie d'une usine de capacité qui serait capable de concurrencer des usines chinoises. On dit que c'est une chimère, concurrencer les Chinois. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Les Chinois, leur meilleure machine,
sont des machines allemandes. Ce sont des machines européennes. Ben, comment se fait-il qu'avec du matériel, des machines européennes, du savoir européen, les Chinois arrivent à être compétitifs? Parce qu'ils sont compétitifs sur un créneau qui a été délaissé par les Européens. Ils ont été délaissés par les uns. Pourquoi l'Algérie ne pourrait pas être là en pivot pour être, j'allais dire, à la frontière entre l'Europe et l'Afrique? C'est-à-dire, si on n'a pas une vision, le problème... On dit qu'ils ont été compétitifs aussi par la taille de marché de solaire. Leur taille de marché a fait beaucoup baisser les coûts. Leur coût, mais non, mais le marché international a surtout fait baisser les coûts. La demande mondiale sur le PV a été telle qu'il n'avait pas de problème. Rappelez-vous, les Américains qui ont mis des taxes sur le PV chinois. Mais il y avait le problème du chinois, c'est qu'il y avait le problème du silicium, le prix du silicium. Quand la demande a été très forte, le prix du silicium a explosé. Mais les Chinois étaient malins. Ils ont fait des usines de fabrication de silicium. Le Kazakhstan, on a fait autant. Mais nous qui avons, j'allais dire, tout notre sable, notre quartz, qui était nous, qui avions la possibilité, si nous avions cette taille, cette masse critique, moi je dis toujours, on ne développe rien sans masse critique. 800 mégas, c'est une masse critique? C'est une masse critique. Par an? Par an. Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant. Non, c'est suffisant. Pourquoi? La technologie a évolué. La compétitivité ne se fait plus que sur la taille. Il y a quelque chose de nouveau qui est intégré, c'est l'intelligence artificielle dans le processus de fabrication. Et avec l'intelligence artificielle, vous n'êtes plus dans les... avec peu de choses, vous pouvez avoir des économies d'échelle extraordinaires. Ensuite, le deuxième volet. À partir du moment où l'Algérie s'inscrivait dans le renouvelable, 4000 MW, c'était 800 MW par an. Il y avait de la place pour 100 à 200 MW pour nos industriels. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le décret de 2017, il y avait la question des appels d'offres qui étaient liés à l'industrie, qui étaient menés par le ministère, et puis il y avait les enchères qui étaient totalement menées par la CREG. Et on ne demande rien aux investisseurs. Vous lancez l'appel à la manifestation, il trouve son terrain, il réalise sa centrale, on ne demande rien. Et Sonelgaz avait l'obligation de... On peut expliquer l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est plus les prix d'appel, c'est plus les feed-in price. C'est au moins 10 ans. C'est celui qui offre qui achète, qui est prêt à vendre son kWh produit sur la filière au moindre coût. Au moindre coût, et vous avez la possibilité de mettre un prix plafond, au-delà duquel vous dites, moi, mon projet n'est plus rentable parce qu'il ne rentre plus dans mes économies et je ne le fais pas. Donc en réalité, la question, c'est pour ça que c'est dommage. Parce qu'en réalité, vous savez, le seul décideur, c'est le marché. On peut faire tous les plans, toutes les études qu'on veut, c'est au moment du marché, quand vous mettez sur le marché, que vous avez la réponse. Alors, est-ce que vous avez une réponse sur les 4000 MW? Nous savons qu'il devait y avoir un atelier avec des investisseurs étrangers, avec la Banque mondiale, un tour de table pour essayer d'évaluer la qualité de cet appel d'offres. C'est exact. Au mois de juin, vers je crois le 13 juin, il devait se tenir un atelier à Alger. On est en 2017. En partenariat, on en est en 2017, en partenariat avec d'ailleurs la Commission européenne, et puis les fabricants mondiaux, les industriels, les investisseurs, pour débattre un peu de cette problématique que nous posions à travers la conjonction de deux projets industriels et énergétiques qui étaient d'ailleurs très soutenus par beaucoup d'investisseurs. Il ne faut pas croire que le projet... On n'a pas parlé aux mêmes investisseurs. Nous, c'est qui étaient ici. Ils disaient que c'est une barrière à l'entrée. Voilà, le mot qui était utilisé. C'est une barrière, ça dépend pour qui. Ce n'est pas une barrière pour le véritable industriel qui veut développer son industrie et qui veut se projeter dans l'avenir. Les grands. C'est une barrière pour les opportunistes. Ça, c'est une barrière. Or, on a vu où ça mène de s'associer à des opportunistes. Enfin, on a en tête l'assemblage automobile. On a beaucoup d'exemples dans ce plan, même des petits privés qui se sont fait avoir avec c'est très compliqué, le business est très compliqué. Et donc, nous préférons dire, je structure, j'assure, et je ne fais pas d'erreur. À partir de là, quand vous avez la masse critique, vous commencez à développer autour de des cellules. Si vous avez des cellules, ça veut dire que vous pouvez donner un marché à tout le reste. Tout va suivre. Nordine Boutelfa, il y avait des entreprises prêtes à produire des cellules en Algérie, réellement, qui ont manifesté l'intérêt de les produire. Non, mais il n'y en avait pas, parce que fabriquer des cellules, ce n'est pas donné au dernier venu. C'est une très haute technologie. Les universitaires et les chercheurs savent très bien de quoi on parle, de quoi ça demande comme ressources.
Et vous savez, même dans la fabrication des cellules, il y a un produit qui est très contrôlé, y compris à l'échelle internationale. Donc ce n'est pas une... C'est en fait... Le problème, c'est que je dis, c'est dommage. Chaque fois que l'Algérie veut mettre un pied dans la haute technologie qui va lui permettre en fait de franchir un pas, on lui met des bâtons. Alors les bâtons peuvent être internes et externes. N'excluez pas l'extérieur. Hein. L'extérieur, pourquoi voulez-vous que l'Europe veuille voir 800 MW, exemple, une technologie chinoise ou américaine qui serait à ses portes? Pourquoi? Alors qu'à ce moment-là, la France ambitionnait de mettre des usines de fabrication en France, que l'Allemagne ambitionnait de reprendre ce qu'elle avait perdu en passant des contrats d'études de performance avec les Américains pour reprendre la compétitivité allemande. Et nous, là-dedans, est-ce qu'on va rester éternellement importateur? Parce que notre atout de Bouteflika, pour qu'on le comprenne bien, ouais. c'est notre capacité à donner des ordres, à commander massivement. Il faut être un grand donneur d'ordre pour pouvoir intéresser, et être un grand donneur d'ordre pour pouvoir engager vraiment autour j'appelais vous savez, moi je l'appelle, on dit transition énergétique. Moi je dis transition énergétique et écologique, c'est quoi? Pour moi, l'Algérie a besoin d'une révolution. Bien sûr, c'est une vraie révolution qu'il faut mener à 5 chantiers. Bien sûr, l'énergie est en premier, l'industrie, l'économie, parce qu'on a besoin de changer aussi l'économie, l'éducation. Et enfin, il faut tabler sur l'écologie, sur d'autres aspects qu'on n'en parle pas souvent, parce que tout le monde parle sur ça. Mais en fait, il faut aussi parler de l'efficacité énergétique. Il faut parler de l'économie circulaire, qui peut faire gagner beaucoup d'argent en investissement peu. Mais c'est un tout. Moi, je dis que ce projet qui était intéressant, quand vous développez un écosystème comme ça industriel, il entraîne. On ne peut pas imaginer ce qu'il pouvait entraîner derrière sur des petites entreprises, des PME, des PMI qui allaient venir derrière. Alors, le 4000 MW, il n'a pas vu le jour avant votre départ le 25 mai. Cette conférence dont vous parliez devait avoir lieu le mois de juin, elle a été annulée. Mais est-ce que c'était le seul obstacle? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même le problème du financement? Parce que là, on doit... Bon, le problème du financement, il faut toujours... Moi, je dis toujours, le financement est un problème. C'est pour ça que le 4000 MW reposait sur un financement extérieur. Parce que d'abord, on était dans une période où le dinar, il n'y avait pas de dinar. Moi, j'étais à l'époque PDG de Sonelgaz, on n'avait pas trouvé des dinars on avait les devises, mais pas les dinars. Donc, faire appel, en fait, à des financements extérieurs voulait dire que vous allez créer du dinar ici. Ce dinar pouvait aussi booster un peu indirectement l'économie, au lieu d'aller vers la planche à billets, c'est une autre façon de créer du dinar. Donc, mais la question du financement extérieur, on m'a dit, écoutez, c'est une question du Conseil des ministres, il faut peut-être que le projet passe en Conseil des ministres. Bon, ce Conseil des ministres n'a pas eu lieu. Donc, ça avait cessé d'être un tabou, le financement extérieur à l'époque. Oui, mais ça a cessé d'être un tabou. On avait déjà pris $1 milliard auprès de la BAD. Oui, ben, le problème, elle disait, oui, on pouvait prendre sur les institutions internationales, on pouvait. Bon. Mais moi, il n'était pas question pour un projet de ce type d'aller vers le marché financier. C'était d'aller vers des financements institutionnels. Et en plus, un projet pareil était éligible au fond sur les renouvelables. Donc on pouvait tirer aussi des profits d'un certain nombre de mécanismes internationaux sur les technologies propres. Donc on pouvait avoir ces financements. Il fallait prendre le temps de le mettre en place. S'il fallait mettre une année de plus pour finaliser le modèle, ça en valait la peine. Or, aujourd'hui, si on veut de renouvelables, parce que finalement, faire du renouvelable, moi je dis toujours, écoutez, Sonelgaz a fait 343 MW de renouvelables. C'est des appels d'offres. On a acheté des panneaux, on a réalisé des centrales, on a payé des entreprises, et puis c'est terminé. Aujourd'hui, c'est vrai, on gagne en gasoil dans les centrales du Sud. Sonelgaz fait, globalement, il y a un intérêt, il est prouvé, parce que là, vous êtes sur la substitution produits liquides renouvelables au Sud, qui n'est plus la même problématique au Nord entre le gaz et le renouvelable. Gaz renouvelable, on est à la limite de l'intérêt. Il y a d'autres ambitions, c'est l'ambition industrielle qui, elle, peut faire compenser
et complètement basculer l'intérêt des renouvelables à ce moment-là sur de développer les énergies renouvelables. Et vous l'aurez vu comment, ce modèle intégrateur avec de l'industrialisation de la filière pour accélérer le mouvement? En zone franche peut-être? Oui, pourquoi pas? Je crois que les zones franches... Non, non. Bon, ce projet-là, je ne le voyais pas en zone franche, personnellement. Parce que il y avait les 4000 étaient absorbables sans aucun problème par le réseau. On n'avait pas de problème de fonctionnement pour ces 4000 mégawatts. Ça sortait déjà des très hautes tensions. Il n'y avait pas de réseau à faire. Les réseaux étaient déjà construits. Parce que ce qu'il faut dire quand vous... Et puis c'était un projet sur les hauts plateaux. Parce qu'on a parlé du handicap transport. Oui, mais ça, c'était un projet sur les hauts plateaux. D'ailleurs, on l'appelait Atlas 1, c'est pas pour hasard. Hein. D'accord. Atlas 2, c'était l'éolien. C'était les hauts plateaux. Donc on avait directement nos réseaux de transport. On minimisait les coûts. Maintenant, si vous devez aller dans le sud et développer un autre réseau de transport, c'est une autre question qu'il faut manager parce que le réseau de transport, c'est des pertes de transport. La supraconductivité n'est pas encore là. Non, elle n'est pas pour aujourd'hui. Je crois que même des points de vue du coût, elle est vraiment, c'est prohibitif. Hein. Il y a des tronçons de 1000. ABB avait une licence sur Oui, il y avait ABB, il y a des Américains dessus, il y a la ville, je pense, aux États-Unis de Chicago, de Chicago, qui a un bout de 1500 mètres de supraconducteurs. Bon, mais... Supraconducteur, pour nos amis auditeurs, c'est une technologie qui permet de ne pas perdre d'énergie pendant le transport. Pratiquement, donc c'est intéressant. Donc quand vous êtes sur des très hautes tensions, c'est des mégawatts au bout que vous gagnez, donc c'est très très intéressant. Voilà, donc ça c'est... Alors, pour résumer un peu la situation, le 4000 mégawatts, ce matin, enfin cette semaine, on était sur un projet d'entretien autour du port-centre. Le port-centre, on avait le financement, port-centre de Seychelles, on avait le financement plus ou moins souverain des Chinois, et dans la construction du tour de table, on sait qu'on a le gouvernement, enfin je ne sais plus lequel, mais bon, l'équipe de Saïd Bouteflika avait placé Haddad et ça avait posé problème, ça avait coincé. Parce qu'il y a une partie en dinars à dépenser dans une filière où le TRHB était supposé être compétente, hein, parce qu'il s'agit de réaliser un port. Voilà. On peut imaginer qu'il y a eu une problématique un peu semblable avec les 4000 mégawatts. Je vais écouter, moi encore sur les 4000 mégawatts, il y avait des investisseurs algériens. D'abord, ils voulaient faire des 1000 mégawatts et il fallait leur donner la subvention. Moi, j'ai dit non. Il y a la loi sur l'électricité très claire, c'est la loi 2002. Le renouvelable, ça passe par les appels d'offres. Donc moi, en tant que ministre, la première des choses que j'ai faites, c'est de remettre en ordre le dispositif légal. C'est-à-dire, on prend des renouvelables, et on fixe le feed-in tarif à partir d'appels d'offres. Et à partir de l'appel d'offres, soit le prix est intéressant, je fais, il n'est pas intéressant, je ne fais pas. Or, eux, ce qu'ils voulaient, c'est venir avec leur centrale, l'histoire de l'industrie de fabriquer ou pas, c'est leur problème, il faut leur laisser le libre choix. Et de l'autre côté, on doit donner des subventions. Moi, je dis à partir du moment où l'État, c'est lui qui donne les subventions. Les subventions, c'est de l'argent public. Ce n'est pas l'argent des entreprises, c'est différent. Et donc l'État a son mot à dire sur le mode de leur utilisation. Le mode de leur utilisation doit être transparent. Il faut aller vers la transparence dans l'affectation des subventions. Moi, écoutez, quand j'ai trouvé une entreprise qui était prête à prendre un projet de 300 mégawatts, la CREG, elle était prête à leur signer quand j'ai pris le ministère. Pour 300 mégawatts, c'est une entreprise qui avait 1 million de dinars de capital. Elle n'avait rien. Pour elle, ce qu'elle voyait, c'était la subvention qui allait venir. Vous ne voyez pas le... Et garantie en plus. Vous imaginez, vous mettez une centrale avec des ventes garanties, vous avez un taux de rendement qui est là. Mais est-ce que c'est pas aussi comme ça qu'on fait décoller un business national? Non, écoutez, ailleurs, c'est pas comme ça. Je suis désolé. Ailleurs, si je prends moi le cas de l'Allemagne s'est mis d'accord avec d'abord les industriels. On a dit aux industriels, moi je veux que vous développez le renouvelable. Et à l'époque, c'était des photovoltaïques et l'éolien. Et à ce moment-là, quels étaient les coûts de production en sortie d'usine que vous étiez en mesure de produire et quel est, sur un temps, l'effet, les gains que vous allez faire sur les effets d'échelle. Ils se sont mis d'accord et l'Allemagne a mis en place
les feed-in tariffs, pour permettre à une industrie de décoller. Si c'est pour permettre à une industrie de décoller, je suis d'accord. Mais en mesure, Oui. et on a un résultat au bout. Le problème, c'est que chez nous, c'est une subvention, mais sans... Produire un champ solaire, Contrepartie. produire de l'électricité solaire, vous considérez que ce n'est pas une industrie? Si on ne produit pas les équipements? Je dis non, parce que, écoutez, le gros problème, si on ne produit pas les équipements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la transition énergétique qu'on veut mettre en place signifierait de financer des industries étrangères, d'autres pays, et non pas l'Algérie. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, nous avions le gaz, par similitude, mais nous n'avions pas les équipements. Nous avons importé des équipements. Demain, nous aurons le soleil, mais pas les équipements. La critique qui vous a été faite, je m'en fais le porte-parole, c'était que vous imposiez une exigence d'industrialisation dans une filière nouvelle, un peu comme pour GNL dans les années après l'indépendance, hein, premier contrat 67 ou 69 avec la Camel. On était à la pointe d'une nouvelle filière et on prenait un risque, mais on savait que c'était porteur dans l'avenir. L'avenir a montré que le GNL était porteur pour la commercialisation du gaz. À l'époque, personne n'a exigé à industrialiser en Algérie ce qui a fait GNL1, GNL2 à Skikda ou à Arzeu. Aujourd'hui, l'idée, ce serait pourquoi imposer des industrialisations alors qu'on a besoin d'économiser le gaz et en faisant du solaire, on va économiser du gaz. Donc, quelque part, on sert l'économie nationale quand même. Mais je crois que le parallèle n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, les buts étaient différents. À l'époque, on avait besoin d'argent pour développer l'industrie. Donc en fait, l'urgence était d'exporter le maximum de thermie pour gagner le maximum d'argent à réinvestir dans l'industrie et puis préparer ce qu'on appelait l'économie de l'après-pétrole. Bon, peut-être c'était ça les idées. Le problème, c'est que ce modèle a survécu et on a oublié que le monde entre-temps changeait. Le monde a complètement, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'il y a 40 ans. Et donc l'urgence n'est plus d'exporter des thermies. L'urgence pour moi n'est pas d'exporter des thermies. Si aujourd'hui on pouvait, et ce serait ça l'idéal, quand je dis les zones franches par exemple, donnons des zones franches et disons écoutez, moi j'ai du pétrole, j'ai du gaz, je le mets à disposition et à un bon prix à celui qui vient créer son business chez moi. Je vais pas, c'est une exportation indirecte de gaz, avec l'avantage de développer, de faire travailler les Algériens, parce que les zones franches, c'est les Algériens qui apprennent. Mais je dis toujours ensuite, l'apprentissage a un coût. Quand vous êtes dans une usine, vous apprenez, vous créez des écosystèmes, et vous créez derrière des petites entreprises qui eux-mêmes vont pouvoir être les sous-traitants de ces zones franches. Donc il faut regarder les choses dans une vision beaucoup plus grande. Parce que l'Algérie d'aujourd'hui ne sera pas l'Algérie de demain. Mais que nous serons-nous en 2070? Combien d'Algériens serons-nous? Peut-être 60 millions 65, 70. Bon, je mise sur un ralentissement de la courbe de Mais croissance. il y aura même un ralentissement, je pense, on sera peut-être 60 millions en 2050 et 65, 70 en 2070. Combien allons-nous consommer? Qu'est-ce que nous consommons aujourd'hui? 1,5 tonne, 1550, 1560 kilos de TEP, d'équivalent de pétrole. Qu'est-ce que c'est si on veut se développer? Ce n'est rien. Donc le problème, ne disons pas que nous sommes consommateurs. Non. Nous n'avons pas une industrie qui consomme. Si nous étions consommateurs, peut-être nous serons à 2 TEP ou 2 TEP et demi aujourd'hui, avec une TEP, Une tonne d'équivalent pétrole d'industrie. Oui. Moi, c'est pour ça que je dis, attendez, l'Algérie n'est pas consommateur. Même en électricité. Qu'est-ce que nous consommons? 1800 kWh. Écoutez, un pays développé, c'est 3000, 4000 kWh. Par habitant. Par habitant. Donc, nous avons une grande marge. La sobriété énergétique, oui, il faut le faire. Il faut avoir cette politique c'est pas parce qu'on ne consomme pas, on n'a pas d'industrie qu'il ne faut pas inculquer toute cette éducation à l'économie d'énergie. Il faut économiser du gaz, il faut économiser du pétrole.
Il faut tout économiser. Il faut économiser même dans notre consommation journalière. Même le pain, il faut économiser. Alors, une autre modèle. Enfin, vous êtes le premier électricien à avoir dirigé le secteur jusqu'à maintenant. Il était réservé aux pétroliers. Une autre critique qu'on a pu entendre visant un peu la difficulté à déployer les énergies renouvelables en Algérie, c'est que la filière conventionnelle était confortée. C'est-à-dire qu'il y avait un programme, notamment, dit-on, ou disait-on, avec le partenariat avec General Electric pour produire des turbines à Batna, dont on dit qu'elles sont orientées d'abord pour développer le parc conventionnel du cycle combiné, c'est-à-dire sur le cycle qui utilise le gaz naturel. Vous répondez quoi à cette critique? Bon, d'abord, c'est des critiques faites par des non-électriciens. Tout bon électricien va tout de suite savoir que le parc de production d'électricité ne se dimensionne pas par rapport à l'énergie. Il se dimensionne par rapport à la puissance. C'est-à-dire, vous empilez des groupes. Aux heures de pointe, vous allez avoir des groupes qui vont fonctionner 500 heures dans l'année. C'est-à-dire, vous allez satisfaire la pointe. Et vous avez l'énergie, qui est ce qu'on appelle la base ou la semi-base, pendant 4000 heures par an, 4500 heures par an. Donc, le parc de production, quand il se dimensionne, il va se dimensionner par rapport à la puissance. La puissance, c'est la demande dans le temps. Si vous faites la projection d'une demande sur les 20 ou 30 prochaines années, vous allez voir que l'Algérie, nonobstant, je pense, la période que nous traversons, qui connaîtra une récession avant qu'il y ait un décollage, et je crois, et moi j'ai confiance que l'Algérie va décoller. Hein. C'est bien. Vraiment, j'ai vraiment une... Parce on adore recevoir des personnes qui parlent comme ça. Non, j'ai foi. Moi, j'ai foi dans ce pays, hein, j'ai foi dans ces hommes. Hein. Et puis, je dis, les épiphénomènes de l'histoire, il faut les mettre entre parenthèses. Vous savez, vous avez des pays qui ont été gelés pendant 10 ans, ils ont décollé, mais ils n'ont pas détruit leur industrie. Ils l'ont soutenue pendant les 10 ans parce qu'ils en auraient besoin après. Vous savez, c'est facile de détruire. C'est très difficile de construire. Il faut avoir ça en tête, ça se coûtera beaucoup plus cher. Donc, je ne vais pas détruire. Donc, la filière turbine à gaz va demeurer, pourquoi? Va demeurer parce que vous avez besoin du gaz pour passer, justement, les pointes, vous passez les intermittences et pour assurer la garantie. Sauf si vous allez vous lancer dans une filière de solaire avec stockage. Auquel cas, oui, on n'aura pas besoin de turbines à gaz. Mais attendez, la filière CSP avec stockage est une filière ruineuse. Aujourd'hui. Peut-être dans 30 ans, elle pourrait l'être. Mais aujourd'hui, sur les 30 années à venir, il n'y a pas d'autre alternative. S'il y avait une alternative, elle aurait déjà démarré ailleurs. Il ne faut jamais oublier. Et l'hybridation? Mais l'hybridation, il faut regarder d'abord, quand on parle d'hybridation, je dis toujours, c'est un non-électricien qui parle. Regardez le réseau algérien. C'est un réseau qui est entièrement gaz. Des centrales à gaz, reliées entre elles par un réseau électrique. Il suffit de mettre un renouvelable et vous avez une hybridation à travers le réseau électrique. Nous avons cette chance. On peut expliquer aussi que l'hybridation permet d'utiliser un peu moins de gaz. Et c'est exactement ça. L'hybridation en Algérie, c'est la substitution du fonctionnement d'une turbine à gaz par le renouvelable. C'est-à-dire que je vais faire moins tourner en temps une turbine à gaz, mais il faut l'investir. Et vous allez substituer par le renouvelable. L'Algérie a cette chance. Nous avons la chance d'avoir le gaz qui va nous permettre de nous accompagner pour cette transition. Et nous avons un réseau qui est déjà construit en gaz. Il nous suffit d'injecter des renouvelables et nous créons une hybridation à l'échelle de l'Algérie. C'est une vraie piste. Oui, ce n'est plus un Hassirmel localisé, c'est un Hassirmel national qui se construit. Si on a cette vision, si on a cette compréhension du réseau algérien, je crois que les gens vont comprendre. Maintenant, et à ce moment-là, l'usine de Batna avec General Electric peut aussi produire des turbines à vapeur, parce que c'est des turbines à vapeur dont on a besoin. Oui, mais on a besoin de turbines à gaz, turbines à vapeur, on aura toujours besoin de gaz. Regardez, écoutez, le grand débat, regardez, moi je regarde toujours ceux qui sont les plus avancés. Nous avons l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus avancés en matière
je dirais de renouvelables, 40% de renouvelables, 30% en éolien et photovoltaïque. Mais de l'autre côté, il sait qu'il a atteint la limite. Il a besoin de gaz. Il doit assurer le gaz. L'Allemagne est en train de... À cause du Oui, fait que c'est pas prédictible. ils veulent le Nord Stream 2, ils le veulent. Ce gazoduc qui passe directement vers l'Allemagne à travers la mer pour aller vers leur indépendance. Ils n'ont plus dépendre d'un passage par l'Ukraine ou la Pologne. Il y va de la survie de l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'elle est même à contre-courant de l'Europe. De l'autre côté, vous avez les Américains qui ont leur gaz de schiste à vendre. Ils veulent le vendre à l'Europe. Donc une question de dépendance politique est en train de se dessiner en Europe. Et nous, les Algériens, là-dedans, on a notre gaz. On a un jeu. On peut avoir tiré une carte là-dedans. Et donc, déjà, en économisant le gaz domestique à travers Les renouvelables. le renouvelable. Oui. Donc oui, moi je suis d'accord de dire les renouvelables, une turbine à gaz, je vais la faire fonctionner 4000 heures, je vais la faire fonctionner 2000 heures. Mais j'aurais besoin de cette turbine à gaz le soir, malheureusement, même si elle fonctionne que 2000 heures. Mais toutes les études, moi j'ai fait des études. Sauf le jour où la technologie du stockage aura tellement évolué qu'on pourra faire du stockage et à ce Exactement. moment-là, vraiment, Écoutez, moi on il y a n'aura des plus besoin scénarios, d'utiliser. moi j'ai fait des simulations sur 2050-2070 où on introduirait le CSP avec stockage à partir de 2030 et de 2040, 2050. À partir de 2030, en Mais malgré 2050, ça- sur votre simulation, à partir de 2050, il va Le CSP pouvoir permettre à l'Algérie de beaucoup moins utiliser le gaz de naturel. beaucoup moins utiliser le gaz, à condition que le CSP, à partir de ces années-là, baisse en prix, gagne au moins 30 à 40% en termes de prix. À ce moment-là, ça vaudrait la peine. Le CSP, on est obligé C'est d'être le didactique, c'est le concentré C'est solaire. des miroirs, on va dire, c'est des miroirs. C'est du thermique. C'est du thermique C'est la solaire. filière thermique, c'est avec la chaleur qu'on produit de l'électricité. On produit l'électricité. Voilà. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de gaz pour ça. Donc, Et là, les centres de production seront essentiellement au Sahara. bon, ils seront essentiellement au Sahara parce que c'est là-bas où on a le meilleur. Mais nous, le problème, on a aussi, on oublie souvent, on a nos plateaux qui nous offrent encore un rayonnement très compétitif. Complètement. Donc, pourquoi je vais aller jusqu'au sud? J'ai le plateau, vous savez, aujourd'hui, quand on dit le sud, hein, le réseau algérien, il est déjà à Hassim Saoud. Hein. Donc, il est à Biskra, à Hassim Saoud. Il se développe, il se construit, il est à Adalar. Donc, dans les 10, 15 ans, 20 ans, nous serons maillés dans ces régions-là. Nordine Boutelfama, vous avez été au gouvernement pendant une année. Est-ce qu'il y a cette conscience de cet enjeu au niveau politique? À l'époque déjà, parce que bon, vous étiez collègue de Abdelmadjid Tebboune, il est président de la Oui, République, donc on parle du même personnel politique. Est-ce qu'il y avait conscience de cela? Je pose la question parce qu'Abdelmadjid Tebboune on le sait, refusé de faire de l'isolation thermique dans les appartements, donc il n'a pas engagé le chantier de l'économie d'énergie. Est-ce que ça existait à l'époque, cette vision? Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Oui, mais je crois, vous savez, quand vous êtes responsable d'un secteur, dans ce secteur-là, on vous demande de sortir 200 000 logements, par exemple 300 000 dans l'année. Vous devez les sortir avec le budget qu'on vous donne. Ceux qui veulent l'isolation, je pense que Tebboune à ce moment-là avait raison. Et son gaz était très intéressé Oui, mais par attendez, l'isolation. peut-être qu'à ce moment-là, le ministre Tebboune avait peut-être raison à ce moment-là. Pourquoi? Donnez-moi l'équivalent de l'isolation et je vais faire l'isolation. Ce que vous disiez vous-même à la tête de la Sonatrach pour Oui. les tarifs qui n'étaient pas suffisamment rémunérateurs pour faire À la du Sonatrach. développement, à la Sonelgaz, pardon. Oui, À la oui, Sonelgaz. c'est exact. À un moment donné, là, j'étais à la tête de Sonelgaz, moi. J'avais le problème de la demande. D'ailleurs, aujourd'hui, la preuve, on vous sort encore les zones d'ombre, dans des zones qui ne sont pas électrifiées. Donc, vous avez besoin d'argent. Alors, est-ce que vous allez, avec le peu d'argent que vous allez, est-ce que vous allez créer de l'activité? Est-ce que vous allez créer de la valeur ajoutée? Ou bien est-ce que vous allez mettre de l'argent qui ne rapportera pas aujourd'hui, qui rapportera peut-être dans 20, 30 ans? Ça, c'est l'investissement. Ça, c'est l'investissement. Et ça, malheureusement, le problème, c'est que le modèle économique qui a été choisi à ce moment-là en Algérie, c'est qu'on allait subventionner les tarifs et non pas l'investissement. Or, ça veut dire qu'on allait vers l'investissement lequel? En Algérie, l'investissement, il n'y a pas 1000. Hein. Vous avez l'investissement privé qui est dans les banques et vous avez le trésor qui est là. C'est les deux sources de financement en Algérie. Or, les deux sources de financement à ce moment-là étaient occupées. Le privé, il était occupé par ces projets d'investissement à très court terme, et le long terme, personne s'en occupe. Aujourd'hui, très peu de débats sur le très long terme. Parlons aujourd'hui, moi je n'aime pas qu'on parle de ce qu'on va faire demain. Bien sûr. Parlons de ce qu'on va faire en 2070, en 2050, et dites-moi d'ici là,
Quelle stratégie je vais mettre en place? Quel plan opérationnel je vais mettre en place? Quelle tactique je vais adopter pour pouvoir atteindre mon but? Et surtout, quelles ressources et où les mobiliser? Comment les mobiliser? Quel est le rôle demain des entreprises étrangères en Algérie? Comment leur faciliter j'allais dire leur intervention en Algérie? Comment les amener à nous aider aussi à décoller en termes d'économie? Mais aussi, il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut mettre les verrous pour qu'on ne perde pas aussi notre indépendance. Il ne faudrait pas que le capital vienne demain nous influencer sur nos politiques. Ce serait très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la prudence, je dis, nous avons un temps. Alors, vous dites, désolé de vous interrompre, M. Boutelfa, vous dites qu'on peut encore aujourd'hui avoir une ambition industrielle sur certaines filières parce que le marché est important et donc on peut exiger d'industrialiser en Algérie. Cette ambition, elle a été abandonnée. Bon, elle a été abandonnée parce qu'en fait, il y a d'autres visions. Vous avez aujourd'hui le cluster de l'énergie qui, lui, a d'autres ambitions. C'est un industriel, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout de suite rentabiliser. Mais c'est normal, il est dans son rôle. Mais c'est son rôle. Il est dans son rôle. Mais le rôle de l'État, c'est de réguler entre les ambitions des uns et l'intérêt national au-delà. Il faut trouver le bon compromis entre l'intérêt public et l'intérêt individuel et l'intérêt des entreprises. Il faut trouver ce compromis-là. Moi, je ne dis pas qu'il faut casser l'un au détriment de l'autre. Non, chacun a sa place. Vous savez, les années les plus dures, Sonelgaz avait bien trouvé le moyen de mettre des filières en place pour permettre au privé de pénétrer son marché. En fabriquant les câbles, en fabriquant les pylônes, en fabriquant les supports, en fabriquant Vous m'avez dit avant cet entretien que la centrale de Cap Genet, c'était 40% d'intégration. La centrale de Cap Genet, de Rajinet, c'était 44% d'intégration nationale. Il faut voir ce qu'on a mis comme fabrication. Ça, c'est les années 70. C'est les années 80. Ouais. Mais ça avait commencé déjà les années 70 avec Skikda. Hein. Je vais vous raconter une anecdote sur Skikda. Le premier grand pont roulant qui a été fait sur Skikda, 72, a été fait ici à la SN Metal Côte-Rouge. Pour le transporter, on ne pouvait pas. On a pris il y a un bateau, un navire, donc il a transporté à Skikda. Vous savez que Sonelgaz avait eu des difficultés pour le sortir du port. On lui a dit non, vous n'allez pas le sortir du port, il faut le dédouaner. Ça, c'est un matériel importé. Ne nous racontez pas d'histoire, ça ne se fabrique pas en Algérie. Il est resté plus de 15 jours au port avant que les câbles commencent. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était le NCC à l'époque. Oui. On ne dit pas que le NCC a fabriqué à Gigel une unité de dessalement d'eau de mer qui est là-bas. On ne le dit pas. On les a fait les années 80, ceci. C'est l'intégration nationale qui a supporté Sonelgaz, à l'apporter. C'est pour ça que Sonelgaz, à l'inverse des pétroliers, a développé depuis toujours une culture qui s'est transmise par le management pour faire travailler les industries locales algériennes. Le plus grand nombre d'entreprises qui ont été développées dans le secteur du gaz, de l'électricité, c'est pas la Sonelgaz. Vous savez, moi, les Chinois sont venus me voir quand j'étais PDG de Sonelgaz en 2006. Quand ils ont vu le grand programme de gaz, est-ce que vous pouvez nous former dans votre école à la formation en gaz? J'ai refusé. J'ai dit non. Je vais vous former pour que vous allez nous enlever le travail aux Algériens. J'ai dit non. Le gaz est réservé aux Algériens. Et tout le programme gaz, regardez, est fait par des entreprises algériennes. Il n'y a pas d'entreprise étrangère sur le gaz. Il n'y en a pas dans la distribution. Personne n'en parle. Oui. Mais c'est beaucoup d'investissements. C'est des investissements de long terme. Et donc vous dites que sur les ENR, il était possible, et il est toujours encore possible. Il est toujours possible, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ce qui est trop tard, c'est ce qui n'est pas bon, c'est de faire ce qu'on a fait nous-mêmes. Mais à la limite, on l'a fait dans un cadre d'expérimentation et de savoir-faire, les 340 mégawatts. On a fait des appels d'offres classiques. Hein. Oui. D'ailleurs, dans l'appel d'offres entre nous, et on devait le faire autrement, il a été décidé de le faire comme ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous savez, le problème de l'Algérie, c'est que l'Algérie est surveillée par une faune à l'extérieur qui surveille vos besoins. Et dès qu'elle déclique un besoin, on vous verrouille au niveau des usines. Il y en a qui achètent des équipements à l'avance, ils les réservent, parce qu'ils savent que vous avez des besoins. Et au moment où vous lancez vos appels d'offres, tout sur l'Algérie flambe. Et vous pouvez lancer vos appels d'offres, toutes les offres seront élevées. Alors vous faites une très bonne transition, il y a des appels d'offres qui vont arriver, c'est le ministre Chitour
Chemseddine Chitour qui l'annonce, pour remettre en marche la production de mégawatts verts, essentiellement solaires. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement a tiré des leçons de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et qu'il va dans la bonne direction? Est-ce que vous avez des échos sur ce qui se passe? J'espère qu'on a fait appel à votre expertise sur la question. Vous savez, la question, le problème, puisque c'est un appel d'offres de centrale électrique, un appel d'offres de 1000 mégawatts, on ne sait pas trop si c'est 1000 mégawatts en une fois ou 1000 mégawatts des centrales de 100 mégawatts. Parce que de l'autre côté, si vous cherchez les prix les plus bas, uniquement côté énergétique, et dire que l'industrie, je vais exiger qu'ils vont utiliser. Oui, ils vont vous dire, il n'y a pas de problème, on va utiliser les Algériens, on va leur faire le génie civil, on va essayer d'utiliser des entreprises de montage, parce que nous avons fait, nous, sur le 340, nous, quand je dis nous, le génie civil à l'époque, par les Algériens. Par les Algériens. Le montage a été fait par les Algériens, donc mais qu'est-ce que représente? C'est 5-10% de l'investissement. Ce n'est rien dans le solaire. Ce n'est pas comme l'éolien. L'éolien demande un génie civil et de technologie première. Hein. Ce n'est pas le petit génie civil des petites centrales ou des petits panneaux photovoltaïques. Hein. Donc, quand vous regardez ça, je dis, si on leur demande de développer une industrie, ils vont vous dire, écoutez, il n'y a pas la masse critique. 1000 mégawatts ne vous développons rien du tout. On peut vous développer peut-être de l'encapsulation. Encore faudrait-il que ce soit le même qui gagne les 1000 mégawatts. Mais si vous les découpez en petits morceaux, bah oui, ça y est, on en a 4 ou peut-être 5 usines en Algérie. Si on les impose, on leur impose d'aller prendre l'encapsulation en Algérie, oui, on aura distribué peut-être un peu de travail à ces unités, pourquoi pas. Mais on aurait pu faire autrement. Moi, je pense, c'est de dire, parlons, regardons le programme. D'ailleurs, c'est une des propositions du cluster que j'ai trouvé très intéressante, de dire, discutons ensemble sur une stratégie partagée, et puis menons un projet qui soit partagé par tous. Parce que moi, je suis partisan, vous savez, quand on toujours, moi, cette transition, pour ça, je dis toujours, je dis, la transition énergétique, elle est aussi mentale. Elle ne peut pas être qu'économique, qu'énergétique, elle est écologique. Elle vous amène à vous reposer des questions, à vous dire, est-ce que moi, sur ce plateau, je suis la science infuse? Je ne suis pas la science infuse. Peut-être celui qui est dans la rue aujourd'hui, qui a accès à des sources d'informations que moi-même, je n'ai pas, parce que je n'ai pas le temps, moi, d'aller compulser toutes ces sources, il faut l'écouter, lui aussi. Alors, sur cette question-là, quand on parle du mental, on parle aussi de l'éducation écologique. Vous avez fait une proposition que j'ai trouvée intéressante, ça va m'amener à mes dernières questions, d'ajouter sur la facture Sonel-Gaz la partie que subventionne le gouvernement, enfin l'État. Oui, franchement. Qui aurait éduqué les citoyens pour qu'ils sachent qu'en fait, il y a une partie de sa consommation qu'ils ne payent pas. Vous savez, quand j'étais à Sonel-Gaz, vous savez, d'abord aujourd'hui, pour que les gens sachent, les agences Sonel-Gaz bénéficient d'une tarification limitée. Hein. Elle n'est pas ouverte. Hein. Elle est limitée. Et finalement, on est arrivé à mentionner dans la facture d'électricité pour l'agence Sonel-Gaz une mention. Voilà le montant qui est supporté par votre entreprise pour vous. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne le ferait pas pour le citoyen? Malheureusement, à ce moment-là, si on et à ce moment-là, voilà le montant qui est supporté par le Trésor public pour vous. Par le Trésor public pour vous. La CREG n'a pas été d'accord à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et ça aurait permis aujourd'hui de se rapprocher du prix de vérité. D'abord, ça aurait permis de clarifier les relations entre la Sonel-Gaz et l'État. Puisque j'aurais d'un côté la performance réelle économique et financière de l'entreprise, et l'État saurait exactement aussi combien il met. Aujourd'hui, la subvention indirecte, l'État l'évalue à peu près. On sait que le tarif est là, on sait que le gaz est vendu à temps, donc on connaît les quantités, on évalue. Bon, ça se chiffre en milliards de dollars. 15 milliards de dollars selon Tawfiq Hasni la semaine dernière. Est-ce que le premier pas pour réellement faire décoller l'énergie renouvelable, il n'est pas politique, c'est la capacité d'un gouvernement, j'allais dire légitime et légal, d'engager une réforme des prix avec un transfert de la subvention vers le renouvelable? Non, je ne crois pas que ce soit une affaire de gouvernement légitime ou pas légitime. L'Algérie a eu des gouvernements légitimes et ça n'a pas empêché qu'on n'a pas pu mener la transition.
Moi, je pense que le vrai problème, vous savez, on dit toujours l'argent est le nerf de la guerre. Si on ne règle pas la question des financements, aucune stratégie industrielle, économique ne pourra être mise en place. Il faut dire l'Algérie réellement combien on est en mesure de dégager par an. Moi, je suis partisan de dire si un gouvernement, on doit lui imposer de mettre $1 milliard dans les renouvelables par année, ben, il faut passer par des lois qui disent chaque année, le budget doit réserver $1 milliard et les renouvelables, on doit atteindre, ou la transition, voilà ce qu'on doit mettre dessus, et voilà d'où on va les mobiliser, la part du privé, la part de l'État, la part du Trésor. Vous avez tenté de le faire quand vous étiez ministre de l'Énergie? Bon, écoutez, d'abord, je n'ai pas eu tellement le temps, à peine j'ai eu le temps de mettre quelques textes en ordre, mais les propositions, après viennent des discussions, parce que, vous savez, ça s'appelle la politique énergétique. Nous n'avons pas eu le temps, en tout cas, de présenter une nouvelle politique énergétique. Vraiment, on était pris sur l'urgence. Hein. On était pris dans une spirale de prix du pétrole très bas. Donc, il fallait parer au plus pressé. C'était ça, en fait. De l'autre côté, les renouvelables étaient aussi un engagement, c'était une opportunité. Vous n'alliez pas mener un programme de 10 000 ou même de 22 000, même si j'avais mis moi-même des réserves sur le volume. Mais on n'allait pas mener une telle politique sans en tirer profit. Aucun pays au monde ne vous direz je vais mettre 20 000 mégawatts sans que ça profite d'abord aux Algériens. Personne. Donc, et quand je dis les Algériens, il faut faire la part des choses. Le privé, oui, il a le droit, mais combien je lui réserve? Est-ce qu'il est aujourd'hui en mesure... 6% de votre projet. Non, le projet c'était en capital. Non, ça c'était un capital garanti. Oui. Je lui ai réservé, moi, sur ma part d'Algérien. Il pouvait s'associer aussi. Mais il y avait dans les 51%, il pouvait prendre ce qu'il voulait. Il lui suffisait de trouver un partenaire, et si avec son partenaire, c'est du 26-50, eh ben, allez-y. Donc, non, on approche de la fin de ce passionnant entretien. Oui. Vous êtes électricien, vous êtes le premier électricien à avoir dirigé le secteur. Le monde énergétique s'oriente vers le tout électrique de plus en plus. Les producteurs d'énergie primaire, notamment les pétroliers, et pas seulement eux, sont peut-être en bout de cycle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un lobby électricien en Algérie qui prendrait sa revanche en termes de projection? Écoutez, le lobby algérien, électricien. On ne va pas parler que du lobby pétrolier. Oui, bon, le lobby électricien algérien, vous savez, il a été toujours un élément faible hein, dans l'équation énergétique algérienne. Hein. C'était le mammouth Sonatrach et tout pour Sonatrach. Sonelgaz n'était d'abord le ministère de l'Énergie, ne s'occupait pas de Sonelgaz. Hein. Sonelgaz faisait sa politique, elle développait ses... C'est peut-être tant mieux d'ailleurs. Non, mais c'était bien. Mais il y avait, par contre, Sonelgaz, ce qui avait de bien, c'est qu'il y avait toujours une unité de pensée et d'action. Parce qu'à Sonelgaz, vous savez, ce qu'on m'avait reproché, vous savez qu'il y a eu 18 comités qui travaillent à Sonelgaz. 18 comités de réflexion institutionnalisés sur tous les domaines. Techniques, financiers, informatiques, de gestion, de ressources humaines. Et on ne prenait pas de décision sans que ces comités-là ne se prononcent et ne donnent quelle est la voie à suivre. Donc finalement, vous arrivez quand même à des décisions qui étaient partagées. C'est pour ça que vous avez toujours sur le gaz une continuité, parce que ce n'est pas la pensée d'un homme. Il y aura des touches dans le management, dans la façon de faire des uns et des autres, peut-être la façon de voir, mais vous resterez sur une dynamique qui est instruite, construite, parce que c'est le fruit de plusieurs décennies. Et de l'autre côté, vous avez les pétroliers qui, eux, ont d'autres. Eux, c'est la rentabilité à court terme. Sonatrach a une autre obligation, c'est d'être aussi un pourvoyeur de devises pour le pays. Malheureusement, c'est aujourd'hui la seule ressource. Il faut tout le poids est sur la Sonatrach. Pour ça, aujourd'hui, comme moi, je suis désolé, et vraiment, ça me fait mal au cœur quand on critique ces entreprises, parce que vraiment, elles font ce qu'elles peuvent. Franchement, hein. Il faut voir ces managers-là avec tous les freins et toutes les contraintes qu'elles ont, comment elles arrivent à diriger leurs entreprises. C'est pas facile, hein. Vous savez, quand vous êtes en manque de compétences et que vous êtes dans l'incapacité de faire appel à de la compétence sur le marché international. À cause de votre grille des salaires? La grille des salaires, nos politiques malheureusement nationales, de transfert, etc., de facilité de mouvement, tout ça d'argent, fait que vous n'avez pas la souplesse qui est aujourd'hui exigée par un monde demain, qui va être encore un monde qui ira encore plus vite. Écoutez, le monde demain, c'est un monde qui va être dirigé par de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire Donc le pas de son l'instantané. à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'électron. Et nous, on doit pouvoir aller à cette vitesse-là. Et c'est aujourd'hui que ça se programme. On le veut. C'est bien d'aller vers les start-up. Mais les start-up, il leur faut un donneur d'ordre. Il leur faut des grands donneurs d'ordre. Construisons les grands donneurs d'ordre. Si ces grands donneurs d'ordre doivent être des privés, mais construisons-les. Affirmons-le, soyons une politique assumée. Allons-y. Et il faut arrêter de diaboliser aussi le capital étranger. Aucun pays au monde n'est arrivé à se développer sans le capital étranger, y compris des grands pays comme la Russie, hein, Bien sûr. et la Chine. Hein. Donc arrêtons. Nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis, j'espère que cette transition énergétique et écologique, qui pour moi, franchement, est une vraie révolution, à mener sur 5 chantiers. On les a bien notés. Voilà, vous les avez bien, il faut bien les retenir. C'est un tout, c'est un ensemble qui doit avancer simultanément. Et il sera difficile de la mener si l'un avance et l'autre recule. Et ça repose la question de la gouvernance, parce que quand il s'agit du multisectoriel, on retombe dans la question de la gouvernance politique. Merci beaucoup. Merci Nordine Bouteflika de nous avoir éclairé de vos lumières sur cette transition énergétique, qui va être un thème que nous allons aborder régulièrement dans les prochaines semaines et mois, parce que, évidemment, aujourd'hui, ça devient un thème névralgique dans le développement du pays. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, et puis je crois que la transition énergétique, c'est l'opportunité pour l'Algérie de mettre en œuvre un nouveau modèle économique. On l'a très bien compris avec vous. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance.